Le Maroc est situé dans une région appelée le Maghreb, dans la partie occidentale de l'Afrique du Nord, bordée par la mer Méditerranée. Les premiers habitants du Maroc étaient les Berbères, un peuple tribal. Chaque tribu berbère vivait selon les règles de ses propres chefs, et les règles d'une tribu pouvaient être très différentes de celles d'une autre. En raison de cette absence d'autorité unifiée, le Maroc a été constamment envahi durant les premières étapes de son développement. Les premiers envahisseurs furent les Phéniciens, qui prirent possession de plusieurs colonies côtières avec succès. Cependant, ils furent ensuite conquis par les Carthaginois au IIe siècle avant J.C. Ces derniers devinrent à leur tour la cible d'une vaste campagne romaine, et bientôt toutes leurs forteresses dans la région furent capturées et transformées. Avec l'arrivée de l'islam en 681 après J.C., le Maroc a commencé à développer des États indépendants, capables de repousser de puissants envahisseurs. L'islam a eu un impact significatif sur la culture de la région, bien que certaines traditions et valeurs locales aient souvent été intégrées à la religion. L'islam a exercé une influence unificatrice sur le gouvernement, la culture, l'architecture et l'économie. Aujourd'hui encore, l'islam reste la religion dominante en Afrique du Nord, en partie grâce à la civilisation et aux avancées technologiques qu'il a apportées, notamment dans les domaines des mathématiques, des chiffres, de l'algèbre, de l'astronomie, de la médecine et de la géographie, qui ont prospéré dans la région. L'homme parcourait déjà la côte atlantique dès 800 000 ans avant J.C., comme en témoignent des artefacts découverts à Casablanca. Vers 5000 avant J.C., des colons venus du Proche-Orient coexistaient et se mélangeaient aux habitants indigènes du Maroc, les ancêtres des Berbères. Leur nombre augmenta encore grâce aux relations méditerranéennes autour de 6000 avant J.C. Pendant l'âge du bronze, les bergers berbères gravèrent des images sur les rochers du Haut-Atlas, représentant des poignards, des lances, des haches et des boucliers, des objets utilisés par les Mauritaniens dans les principales activités de l'époque, la chasse et la pêche. Entre 800 et 600 avant J.C., l'écriture libyco-berbère inventée par les Berbères fit sa première apparition dans l'Atlas, et des lettres phéniciennes furent gravées sur des poteries datant de 500 avant J.C., trouvées sur l'île d'Aora. Le christianisme fut introduit dans la région au IIe siècle, après J.C. À la fin du IVe siècle, les zones romanisées étaient christianisées, et des avancées avaient été réalisées parmi les tribus berbères, qui se convertissaient parfois en masse. Des mouvements schismatiques et hérétiques se sont également développés, généralement comme forme de protestation politique. La région comptait également une population juive importante au IVe siècle avant J.C. À la naissance des Grecs, les habitants de la région étaient appelés les Libyens occidentaux. Juba II, qui régna de 25 avant J.C. à 23 après J.C., fut nommé roi par Auguste et résida à Volubilis. Il a établi une manufacture pour la production de la teinture pourpre sur l'île de Mogador, juste au large de la côte d'Iora, et a envoyé sa flotte pour prendre les îles Canaries. En 42 de notre ère, les armées de Rome ont pris le contrôle du Maroc, qu'ils ont divisé en 2 provinces. Utica, à l'ouest, a gagné en importance tant sur le plan agricole que commercial, grâce à la construction de routes. Les villes de Tingis, Tanger, Lixus, Volubilis et Salah ont prospéré sous l'influence romaine. Les Romains ont continué à exercer leur influence dans le sud jusqu'en 285 et dans le nord jusqu'en 429, lorsqu'il a été envahi par les Vandales. Il semble qu'à partir de 533, des flottes byzantines et ensuite wisigothes aient occupé les villes de Ceuta et Iora, mais peu de traces restent de cette époque. Au 7e siècle, les musulmans étaient en pleine expansion. En 670, la première invasion arabe de la côte nord-africaine a eu lieu sous le commandement d'un général envoyé par les dirigeants de Damas. En 683, il a envahi ce qui est aujourd'hui le Maroc et a nommé cette région Al-Maghrib, l'Occident. Il a ordonné la construction de mosquées et de maisons, établissant l'islam dans la région, et beaucoup se sont convertis. L'historien Edward Gibbon se réfère à ce général, nommé Uqba ibn Nafi, comme le conquérant de l'Afrique. Il raconte qu'Uqba, à la tête de 10 000 des plus vaillants guerriers arabes, a élargi les forces musulmanes en convertissant de nombreux berbères.
Uqba a alors avancé en Afrique du Nord. Selon Gibbon, il serait difficile, mais non nécessaire, de retracer précisément le cheminement d'Uqba le long de la côte nord-africaine. Les villes de Bougia et de Tanger marquent les limites plus sûres des victoires sarrasines. Uqba a ensuite conquis la province romaine de Maurétanie-Tingitane. Il a traversé des terres sauvages où ses successeurs érigeraient plus tard les splendides capitales de Fès et de Marrakech. Il a même atteint la côte atlantique et le grand désert. Le voyage d'Uqba a été interrompu par la mer. Il a poussé son cheval dans les vagues et, levant les yeux vers le ciel, il a proclamé « Ô grand Dieu, si cette mer n'avait pas arrêté ma route, je continuerais jusqu'aux royaumes inconnus de l'Ouest, prêchant l'unité de ton saint nom et mettant à l'épée les nations rebelles qui adorent d'autres dieux qu'Allah. » Les efforts pour unifier le Maroc avaient toujours échoué jusqu'à l'arrivée des Idrissides à la fin du 8e siècle. L'unification du Maroc s'est faite sous un homme qui n'était même pas originaire de la région, Idriss ibn Abdallah. Idriss Ier était originaire d'Arabie et un descendant direct du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il était l'arrière-petit-fils de Hassan, fils de Fatima et d'Ali, et petit-fils du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ses demi-frères paternels, Muhammad an-Nafs az-Zakiya et Ibrahim, avaient été tués par les Abbassides lors d'une rébellion avortée. Son frère Yahya s'était révolté à Damas, mais avait dû se rendre. Il fut persécuté par le calife Haroun ar-Rachid et emprisonné à plusieurs reprises. Idriss lui-même avait participé avec Yahya à une autre révolte en 786 sous la direction d'Al-Hussein ibn Ali al-Idrissi, mais après la défaite de la révolte à la bataille de Fakh, il fut contraint de fuir. Il s'est échappé et est resté caché avant de partir pour l'Égypte, aidé par le chef local du système califal, Wadi. Il a réussi à quitter l'Égypte et a atteint Tanger en 789 avant de se rendre à Volubilis, un site romain. En raison de sa lignée directe avec Muhammad, Idriss a rapidement gagné le soutien et l'assistance de divers groupes amazighs. Leur allégeance a conduit à la fondation de l'État idrisside en 788, un événement marquant la première unification de la région. Les historiens, dont J. Abou Nassar, considèrent Idriss comme le fondateur du Maroc. Le règne d'Idriss Ier a été de courte durée, car il a été empoisonné par les Abbassides 3 ans plus tard. Cependant, avant sa mort, il avait commencé la construction d'une nouvelle ville, Fès, en 789. Celle-ci deviendra la capitale de sa dynastie, et une ville marocaine durable, servant de capitale du royaume à diverses périodes, au cours du millénaire suivant. Peu après la mort d'Idriss Ier, sa femme Kenza a donné naissance à leur fils, Idriss II. Le jeune enfant a été élevé par ceux loyaux à son père et a pris le trône à seulement 10 ans, en 802, poursuivant l'héritage de son père. En 809, Idriss II a commencé à agrandir Fès, et à mesure qu'il gouvernait son empire, le territoire de l'État idrisside s'étendait de Sousse, au sud du Maroc, jusqu'à l'Orient et à l'actuelle Algérie occidentale. Cette expansion a consolidé la majeure partie du Maroc moderne. Bien qu'Idriss II soit décédé en 828, les descendants de ses frères ont régné sur plusieurs sections de l'Empire pendant les 160 années suivantes. Cependant, ce système de gouvernance a fini par provoquer la chute de la dynastie, car l'absence de leadership central a encouragé l'invasion de puissances étrangères. Le Maroc a atteint son apogée sous une série de dynasties d'origine berbère qui ont remplacé les Idrissides arabes au 8e siècle, d'abord sous les Almoravides, puis les Almohades. Les Maures du Maroc ont gouverné la majeure partie de l'Afrique du Nord-Ouest, ainsi que de larges portions de l'Ibérie islamique, appelée Al-Andalus ou Andalousie. Cordoue est devenue la capitale et a été transformée en la ville la plus prospère d'Europe. Les Almoravides, une dynastie berbère originaire du Sahara occidental, étaient connus en arabe sous le nom d'Al-Mourabitoun, signifiant « prêtre guerrier ». Leur sultan, Youssef ibn Tashfin, a fait construire la future capitale du royaume, Marrakech, vers l'an 1070. Pendant le règne de Youssef, l'ordre public était maintenu, les routes commerciales sécurisées, et les Castillans étaient si impressionnés qu'ils ne tentèrent pas de raid en Andalousie. Au départ, le gouvernement ne prélevait pas de taxes illégales, ce qui, combiné à une tranquillité générale, assurait le bien-être public.
un haut niveau de prospérité a été atteint. Le pain était bon marché et les légumes presque gratuits. Les provinces des Almoravides, ainsi que celles d'Espagne, ont été sérieusement affectées par les guerres et les révolutions. Leurs villes avaient été pillées à plusieurs reprises et la population agricole avait été considérablement réduite par l'esclavage et la famine. Ceux qui avaient une grande influence à la cour coexistaient avec les libres penseurs, patronnés par les anciens dirigeants, mais découragés par les Almoravides. Ainsi, malgré le mécontentement de certains, comme les poètes qui prospéraient dans les cours des princes, le peuple dans son ensemble n'était pas insatisfait. Youssouf ibn Tashfin a gouverné son peuple pendant 40 ans et a vécu 97 ans, de 1009 à 1106. Il a mené une vie tempérée et robuste, et les chansons populaires d'Algérie louent encore sa renommée. Ces territoires couvraient une superficie 10 fois plus grande que celle du califat occidental à l'époque de sa plus grande prospérité. Chaque vendredi, son nom était prononcé en hommage et en prière par les fidèles depuis les chairs de 300 000 mosquées. Selon l'émir des musulmans, Youssouf ibn Tashfin était vertueux, droit et juste. Il appréciait les hommes savants et pieux, les honorait et les nommait comme magistrats dans ses États. Il se laissait toujours guider par leurs conseils en matière de clémence et de pardon. À sa mort, Youssouf a laissé ses terres à son fils Ali. Le règne d'Ali a été un désastre, ce qui a finalement conduit à la chute de la dynastie almoravide, remplacée par celle des Almohades. Marrakech a continué de jouer un rôle majeur et un grand accomplissement almohade dans la ville fut son hôpital légendaire, également appelé le Bimaristan de l'émir Al-Mansur. Abou Youssouf Al-Mansur a gouverné le Maroc de 1184 jusqu'à sa mort en 1199. La domination almohade a duré un siècle, jusqu'à ce que les Mérinides parviennent à s'emparer du pouvoir domestique, alors que les dirigeants almohades se concentraient sur la lutte contre la reconquista chrétienne en Ibérie. Bien que les Mérinides et leurs successeurs de la dynastie Ouattacide n'aient pas fait de revendications religieuses fortes pour légitimer leur pouvoir, leur ascension fut marquée par une résistance persistante des groupes soufis influencés par le malikisme, comme les adeptes de Muhammad al-Jazouli, insatisfaits du fondamentalisme almohade et de son étouffement des visions alternatives de l'islam. En 1554, la dynastie saadienne, influencée par le soufisme et réagissant contre les Almohades, prit le contrôle du Maroc. Ils renouèrent avec la lignée de descendance de Hassan ibn Ali et du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui leur conféra une légitimité religieuse que la dynastie almohade n'avait pas. Ahmed al-Mansour parvint à apporter la stabilité au pays durant sa dynastie, ce qui permit au pays de prospérer entre 1579 et 1603. Alors que des Juifs et des Maures d'Espagne s'installaient au Maroc, ils apportèrent avec eux leur culture et leur art, contribuant ainsi à façonner la culture marocaine telle qu'elle existe encore aujourd'hui. Le conflit entre les Espagnols et les Portugais, au début du XVe siècle, laissa les Portugais en contrôle du port de Ceuta en 1415. En 1578, cependant, les Marocains se révoltèrent contre les Portugais et reprirent le contrôle de ce port. Ce fut le début d'une bataille nationale qui permit aux Marocains de reprendre presque toutes les villes côtières qui étaient sous la domination portugaise d'ici les années 1700. En 1904, le Maroc fut divisé entre la France et l'Espagne, la France recevant la plus grande portion. En 1911, l'Allemagne envoya un navire de guerre sur la côte marocaine sous contrôle français, avec pour objectif de revendiquer une partie du territoire pour elle-même. Heureusement, la guerre fut évitée lorsque la France conclut un accord avec l'Allemagne, lui permettant de garder le contrôle du Maroc tout en accordant des concessions ailleurs aux Allemands. En 1950, le sultan du Maroc demanda que le pays devienne indépendant. Sa demande initiale fut refusée, mais en 1957, le sultan Mohamed devint roi, ouvrant la voie à l'indépendance du pays. Aujourd'hui, 99% des musulmans au Maroc sont sunnites, appartenant principalement à l'école de pensée sunnite malékite.